Chaque jour, ils construisent le Web3 selon leur vision et leurs convictions. Dans Behind the Chain, des builders passionnés vous partagent leurs expériences et leurs conseils pour réussir, vous aussi, dans le Web3. Je suis Romain Milon, j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et à en parler à 2 personnes autour de vous. Bonne écoute! Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Com Pro Boucle. Il est Country Manager France chez Coinbase. Comment tu vas, Com? Bah écoute, très bien, en pleine forme, comme tu le disais. Et toi? Bah écoute, moi ça va très bien, je suis très heureux de t'accueillir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors comme tu sais, on commence tout de suite dans le vif du sujet, dans Behind the Chain. Est-ce que tu peux nous présenter le début de ton parcours pro avant le Web3? Donc moi, je suis originaire de Lyon. J'ai fait mes études à HEC Paris, qui est une école de commerce où j'ai pris part au master entrepreneur, qui est un master conjoint avec l'école polytechnique. J'ai toujours travaillé en fait dans des environnements assez innovants et en lien avec l'impact des nouvelles technologies sur la construction de nouveaux modèles de valeur. Donc, j'ai notamment travaillé en conseil en innovation, où j'accompagnais des grands groupes sur l'impact des innovations digitales sur leur métier. J'ai également travaillé en venture capital dans un fonds qui accompagnait les entrepreneurs français basés à l'étranger, donc qui est une thèse d'investissement un peu particulière, mais qui m'a permis d'être en lien en fait avec toute la diaspora des entrepreneurs français à l'international et c'était une expérience vraiment intéressante. Et après ça, j'ai rejoint une fintech française qui s'appelle Mon Petit Placement, qui démocratise l'accès à l'investissement dans des produits financiers traditionnels et notamment l'assurance vie via une application user-friendly et très engageante. Donc, ce qui est un peu les mêmes thèses de démocratisation, d'expérience client et d'accessibilité que Coinbase a pour les cryptos. Donc, c'est marrant. Et après, je suis tombé dans les cryptos du coup personnellement, puis dans les NFT professionnellement. J'ai notamment cofondé NFT Paris en 2021, qui est devenu avec le temps le plus grand rassemblement sur tous les sujets Web3 en Europe et un des plus grands à l'international. Et je pense qu'on aura l'occasion de revenir plus en détail sur cette aventure. Et après 2 ans, 2 magnifiques années sur ce beau projet, je suis passé du coup sur un nouveau rôle, donc chez Coinbase, comme tu disais, en tant que Country Manager France, pour la simple raison que je souhaitais passer sur quelque chose de plus tourné produit et je voulais sortir de la partie événementielle. Donc chez Coinbase, je suis très content de les aider à se développer en France et de les aider dans leur mission de démocratiser la technologie Web3 et d'accroître la liberté financière de tout le monde. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour cette intro. Alors bien entendu, j'ai beaucoup de questions à te poser sur NFT Paris et puis ensuite sur Coinbase. Mais peut-être est-ce que tu peux nous dire rapidement comment tu as rencontré le Web3? Voilà, ça a été quoi l'étincelle qui fait que tu t'es dit, tiens, là, il y a un truc qui est en train de se passer, faut que j'aille voir plus en détail. Ouais, bah, en fait, comme je disais, j'ai toujours trouvé assez fascinant la façon dont les technologies avaient le pouvoir de changer d'industrie entière et de modifier des paradigmes et de contribuer à l'essor de nouveaux modèles. Et ayant travaillé en conseil en innovation, en venture capital, c'était des thématiques en fait qui sont rapidement devenues des sujets centraux, tout ce qui est blockchain et crypto. Donc à titre personnel, je me suis naturellement intéressé aux cryptos et j'ai commencé à investir en 2019 sur diverses plateformes d'exchange. Tu me diras que j'ai sauté le pas assez tard finalement quand tu compares à beaucoup de gens dans cet écosystème, mais comme on le dit souvent, le space est encore early, donc bon. Et après, j'ai découvert les NFT, surtout à travers le cas d'usage de l'art digital et via surtout un ami qui en fait était un avid collectionneur de NFT majoritairement sur Tezos à l'époque et des plateformes comme Itketnook notamment. Et cet ami qui deviendra du coup mon associé et cofondateur sur NFT Paris. Et j'ai tout de suite en fait trouvé assez fascinant la désintermédiation que la technologie NFT pouvait amener entre des artistes et des collectionneurs et toutes les implications que ça pouvait avoir. Puis du coup, le Web3 et les NFT sont devenus un peu le cœur de mon quotidien lorsqu'on a lancé NFT Paris avec Alexandre et ça m'a vraiment permis d'approfondir encore plus cet écosystème, tous les cas d'usage et derrière d'approfondir les cas d'usage sur le gaming, la relation client et bien d'autres. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement de cette idée de lancer NFT Paris avec Alexandre? Voilà, comment ça vous est venu et puis comment vous êtes passé de l'idée à la réalisation et
pour en faire aujourd'hui, voilà, un des plus gros events NFT, tu disais en Europe, voire peut-être même dans le monde, quoi. Effectivement, ça a été une belle histoire. En fait, au début, on était, du coup, avec Alexandre, on était tous les deux intéressés pour monter un projet avec les technologies Web3 et on voyait que il y avait des événements gigantesques qui avaient lieu aux États-Unis, mais qu'en Europe et en France, on n'avait pas encore de gros rassemblements. Euh, et donc, comme nous, on avait cette volonté de monter un projet Web3, mais qu'on connaissait pas encore grand monde dans cet écosystème et qu'on voulait approfondir les cas d'usage, approfondir notre connaissance de ces technologies, on s'est dit que le meilleur moyen de le faire, c'était de construire une communauté nous-mêmes, de rencontrer des builders locaux, des investisseurs et de construire vraiment un réseau local sur lequel on pourrait construire plus tard. Et en fait, c'est ça qui est devenu NFT Paris. Donc, on a commencé avec des petites rencontres avec des acteurs locaux dans des bars et des cafés. Donc, le premier meet-up, on avait 30 personnes. Le deuxième, on a eu 50 personnes. C'était surtout des acteurs de l'écosystème parisien à l'époque et très tournés NFT art digital encore. Donc, c'était vraiment très communautaire. Et puis, petit à petit, en fait, ce projet-là s'est développé progressivement pour devenir un rassemblement annuel avec une première grosse édition à Station F qui a rassemblé 1000 personnes à peu près en janvier 2022. Et c'était déjà pas facile parce que donc on venait pas du milieu de l'événementiel nous-mêmes. Il y avait un pic du Covid en France à ce moment-là, donc on a eu pas mal de galères liées à ça, mais on a quand même eu un des très bons retours, un très bon engagement. On avait des personnes comme Yatsu de Animoca Brand, Sébastien Borget de Sandbox, Asher. Donc on avait quand même réussi à créer tout un momentum autour de NFT Paris qui a fait que après ce gros rassemblement, en fait, le projet Web3 qu'on cherchait est devenu NFT Paris, et donc on a décidé d'aller all-in sur cette marque et continuer à construire ce réseau et construire cette série d'événements. Et donc tout de suite, on a décidé que l'édition d'après, on allait taper très fort, et c'est pour ça qu'on est allé viser le Grand Palais, qui était pour nous le plus grand lieu et le lieu le plus prestigieux à Paris. Et donc on a organisé la deuxième édition en février 2023 dans ce lieu, et là on a réussi vraiment à donner toute une dimension internationale à l'événement avec les plus gros acteurs de l'écosystème. Dans les speakers, on avait les fondateurs de Moonpay, les fondateurs de Yuga Labs, de Artefact, de Sorar, beaucoup de gens de vraiment cet écosystème-là. Beaucoup de médias aussi sur un panel assez large en fait. On avait aussi bien des gens de The Economist, Art, Forbes, Business of Fashion, Vogue, des médias locaux sur les cryptos, des médias internationaux communautaires comme Rug Radio, NFT Now. Pardon. Donc on a vraiment réussi à donner toute cette ampleur à l'événement et aussi une ampleur en fait sur la partie institutionnelle avec notamment Brigitte Macron qui est venue. On a eu 2 ministères qui sont venus, beaucoup de représentations de gros corporates, de grosses banques, de grosses marques de luxe. Et donc vraiment, ces étapes progressives qui nous ont permis de construire un FT Paris et de l'amener à cette belle communauté Web3 qu'on connaît aujourd'hui et qui rassemble des gens chaque année. Tu saurais nous dire, enfin, tu saurais prendre un peu de recul sur finalement ce qui a été, on va dire, les secrets de cette réussite. J'imagine qu'il y a forcément le réseau. Est-ce que ça a été peut-être aussi le fait, dès l'édition 2023, de voir grand avec, comme tu le disais, un lieu exceptionnel, d'avoir des guests aussi, voilà, on va dire de premier plan. Enfin voilà, c'est quoi peut-être les deux, trois trucs qui, selon toi, ont fait la différence? Effectivement, je pense qu'il y a plusieurs principes qui nous ont animés dès le début et qui ont permis à NFT Paris de devenir ce que c'est devenu. Le premier, comme tu le disais, ça a été tout de suite fait de rêver grand et de se donner les moyens d'atteindre nos ambitions. Tu vois, on a visé le Grand Palais pour la deuxième édition. Ça n'a pas été facile, ça a pris 4 mois de lobbying parce qu'au début, le Grand Palais, c'est quand même une institution culturelle assez conservatrice. Et du coup, l'arrivée des NFT sur le marché de l'art, notamment, était mal perçue au début. Donc ça a pris pas mal de lobbying avec des artistes, des personnes du ministère de la Culture, des personnes influentes dans le domaine de la culture à Paris, et vraiment pousser ça et se donner les moyens de décrocher le Grand Palais, qui finalement a été une belle réussite. Aussi rêver grand sur les personnes qu'on voulait à NFT Paris. Donc on a tout de suite fait en fait une liste des personnes qu'on voulait absolument, qui étaient les plus grandes personnalités de l'écosystème, et on est allé leur faire croire dans la vision d'NFT Paris. Et finalement, on a réussi à avoir la plupart des personnes qu'on souhaitait inviter. Et aussi, on a su s'entourer des bonnes personnes, de personnes clés. On avait un programme d'ambassadeurs qui nous permettait d'avoir des relais locaux qui nous ont aidés à porter notre vision, notamment dans des marchés où nous, on n'était pas présents, comme les États-Unis et des marchés asiatiques aussi. Donc vraiment, ce premier principe de rêver grand et de se donner les moyens d'atteindre notre ambition,
C'était ce qui nous a poussé au quotidien et ce qui a permis la réussite de NFT Paris. Le deuxième point, je dirais que ça a été de rester authentique et en ligne avec la vision qu'on voulait dès le départ, qui était de faire passer les événements Web3 à un autre niveau en termes de taille et en termes de qualité. Et donc c'est pour ça que on a décidé rapidement de pas multiplier les stages, les scènes, mais d'avoir vraiment une main stage où on avait tous les plus grands noms qui défilaient, qui était pas du tout la norme à l'époque. Et on voyait les grands rassemblements de New York, par exemple, où eux, ils avaient une stratégie de faire venir des milliers de speakers. Et finalement, tout le monde était speaker, personne n'écoutait, et la qualité générale de l'événement s'en ressentait. Donc nous, on a vraiment décidé d'avoir quelque chose de très curaté et de très qualitatif. Et le troisième principe qui nous a permis de développer NFT Paris, je pense que ça a été d'évoluer avec les applications et de pas rester bloqué et figé à un moment donné de la technologie. Tu vois, les premiers meet-up, comme je te disais, c'était surtout des artistes, des collectionneurs, des gens de ce milieu-là très art digital. Et l'énergie était vraiment incroyable et ça a duré sur la première édition et même les éditions à venir où on a gardé cet aspect très artistique, mais on a su aussi ouvrir le champ des possibles et suivre l'évolution des cas d'application de la technologie, que ce soit sur des réseaux sociaux décentralisés, que ce soit sur des cas d'application pour les marques, des CRM Web3, des outils d'engagement client. Et donc, ça nous a aussi permis de continuer à croître et de rester pertinent, en fait, dans cet écosystème. Yes, bah, merci beaucoup pour le partage, c'est hyper intéressant. J'avais aussi une question sur l'édition 2024 qui a eu lieu il y a quelques semaines. Alors, je sais que tu n'as pas occupé de fonction opérationnelle, hein, puisque maintenant, voilà, tu es sur un nouveau job chez Coinbase. Mais voilà, de ton point de vue, mais aussi, voilà, avec, j'imagine que tu as toujours des liens avec l'équipe en place actuelle. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement, tu vois, pour rester attractifs dans ce contexte un peu plus bearish sur les NFT en ce moment? Effectivement, et ça, enfin cette édition-là a été un grand succès et bravo à Alexandre pour le travail qu'il a fait. Et je pense que ce qui a été assez marquant sur cette édition-là et qui a fait que c'est resté très attractif, c'est un peu le dernier point que je mentionnais, qui était l'évolution vers les cas d'usage et rester pertinent face aux innovations du marché, tout en gardant cet esprit très communautaire qui a été notre socle dès le début. Et cette année, ce qui était impressionnant, c'est de voir l'affluence et l'engagement des corporates en fait dans l'événement en tant que tel et franchement enfin d'année en année ça a été assez impressionnant de voir l'évolution de marques comme Louis Vuitton par exemple qui sur la première édition avait une personne qui étudiait ces sujets-là en interne mais qui était un peu le seul référent Web3 côté de la marque, puis sur la deuxième année qui avait un peu une délégation autour de lui qui a participé à l'événement en venant rencontrer des acteurs locaux et en commençant à construire sa stratégie et qui sur l'édition 3, donc cette année, l'édition de février 2024, on avait Louis Vuitton sur la main stage la première matinée qui limite faisait l'ouverture de la conférence. Donc c'était assez incroyable de voir ce voyage initiatique dans cet écosystème et que NFT Paris maintenant soit aussi cette caisse de résonance pour des projets plus corporate, de marques, de banques ou tout autre acteur qui souhaite utiliser la technologie comme couche d'infrastructure en fait. Et donc je pense que c'est ce qui a été la force de cette édition qu'on voit dans la line-up et qu'on voit dans tous les sujets qui ont été abordés lors de NFT Paris. Ça marche, bah, merci beaucoup pour ce nouveau partage. Alors bah, maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on vienne petit à petit sur le poste que tu occupes actuellement chez Coinbase, donc ce poste de Country Manager France. En quoi l'expérience finalement de co-founder de NFT Paris a été un tremplin pour toi pour obtenir ce poste? Pour être honnête, ça a été un vrai tremplin parce que du coup Coinbase recherchait quelqu'un pour les aider à se développer sur le marché français. Il recherchait quelqu'un qui avait un peu un profil entrepreneur, tu vois, qui pouvait partir de zéro, commencer à construire une équipe, commencer à construire différentes stratégies, que ce soit sur la partie marketing, la partie produit, la partie communication. Donc vraiment quelqu'un qui ait cet esprit builder et aussi quelqu'un qui ait un réseau local qui puisse activer en fait assez facilement et assez rapidement. Et donc du coup, je pense que c'est ces deux éléments qui ont fait que Coinbase du coup m'a fait confiance pour les aider à se développer sur le marché français. Et écoute, je suis ravi qu'ils me fassent confiance pour arriver à ça. Alors justement, bah, ce que je te propose, c'est que tu nous situes un peu justement l'implantation de Coinbase en France aujourd'hui, peut-être avec quelques chiffres clés. Voilà, explique-nous voilà ce que ça représente Coinbase aujourd'hui en France. Donc en fait, l'expansion internationale de Coinbase, elle a été assez récente. Elle a commencé qu'il y a 2-3 ans. Donc on est une entreprise qui est née aux États-Unis, qui est très bien implantée aux États-Unis, mais rapidement on constate que 80% de nos revenus proviennent des États-Unis, alors que 80% des interactions on-chain crypto dans le monde sont à l'international.
Donc pour vraiment rester fidèle à la mission de Coinbase qui est d'accroître la liberté économique à travers le monde et pas seulement aux États-Unis et d'amener 1 milliard de personnes à utiliser les cryptos, il fallait naturellement se tourner vers l'international. Donc c'était logique pour nous de développer des marchés. Le Royaume-Uni a été le premier parce que c'était une cible facile en venant des États-Unis. Et ensuite, on a rapidement vu des marchés stratégiques qui n'étaient pas le Royaume-Uni du coup, qui sont des marchés tier one, comme on l'appelle en interne. Et la France était un de ces marchés tier one et un des plus importants d'ailleurs entre eux. Donc la France a toujours été assez stratégique pour Coinbase. C'est aujourd'hui notre 4e plus gros marché globalement et le 2e en Union européenne, dans l'Union européenne derrière l'Allemagne. Et en fait, de ce positionnement et des tendances qu'on aperçoit, donc le rapport de la DAN le montrait très bien plus tôt cette année, que 12% des personnes en France possèdent des cryptos, qui est une tendance haussière et qui prend vraiment place au sein de l'Europe, en train de rattraper les top marchés qui sont le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Donc c'est vraiment des tendances qui sont hyper positives. Et on voit aussi dans ce rapport-là que près de 1/4 des investisseurs en France, des investisseurs crypto utilisent Coinbase, donc c'était aussi quelque chose qui est assez important à souligner. Donc il y avait ces tendances-là et aussi les tendances réglementaires qui font que la France a toujours été un phare en fait de clarté réglementaire pour les entreprises crypto. Donc aujourd'hui on est enregistré PSAN et c'est vraiment cette clarté réglementaire qui nous a toujours attiré. Sur tous les stacks de produits qu'on peut avoir chez Coinbase qui sont assez larges, tu vois. On a une offre retail qui est en fait une porte d'accès vers tout ce qui va être des interactions on-chain. Et donc la première étape de cette offre retail, c'est bien sûr la plateforme d'échange qui te permet de rentrer sur les cryptos. Après le wallet qui te permet d'interagir avec des applications décentralisées et après construire directement sur Base par exemple si tu veux te chauffer un peu plus et devenir développeur. Sur la gamme institutionnelle aussi où on a de très fortes tractions en France avec une plateforme de confiance pour les institutions. Aux États-Unis notamment, on a déjà une très bonne implantation. On est le custody de 8 des 11 ETF Bitcoin qui ont été release plus tôt dans l'année. Et le dernier point, du coup, c'est notre engagement sur les développeurs, parce qu'on est persuadé que c'est grâce à eux qu'on va pouvoir amener ce milliard de personnes dans l'écosystème blockchain et on-chain. Donc je dirais que ouais, la France sur ces 3 aspects, l'offre retail, l'offre institutionnelle et les développeurs montre des très bonnes tendances et a toujours été très stratégique pour Coinbase. Ok, bah écoute, merci pour cette présentation détaillée. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on aille, alors tu en as déjà beaucoup parlé, des enjeux stratégiques, mais j'imagine notamment que le regulatory, c'est quelque chose quand même qui joue un rôle central. J'ai pu voir notamment là sur LinkedIn que tu as rencontré récemment Marina Ferrari, la secrétaire d'État chargée du numérique, avec les équipes régulatory donc de Coinbase. Bon voilà, si tu peux nous dire peut-être un petit mot là-dessus. Effectivement, on a rencontré Madame la ministre Marina Ferrari qui nous a fait l'honneur de nous recevoir à Bercy. C'était une discussion assez passionnante avec elle et je pense qu'on est entre de bonnes mains pour porter les enjeux de l'écosystème auprès du reste du gouvernement avec elle. Donc ça c'est positif. Plus généralement, mes responsabilités elles englobent vraiment un large éventail de tâches, que ce soit stratégique, opérationnelle, managériale, qui visent à dynamiser la croissance, gérer les opérations et favoriser les relations au sein du marché français. Donc le premier gros point, ça va être vraiment de travailler sur le produit et sur les services Coinbase en France pour m'assurer en fait que on offre le même niveau d'excellence, le même niveau de sécurité et le même niveau de fiabilité que n'importe quel utilisateur peut ressentir ailleurs dans le monde. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec des acteurs locaux sur l'onboarding, sur les nouveaux moyens de paiement, sur le service client, sur l'amélioration globale de la qualité des produits et une meilleure expérience client pour les utilisateurs français. Donc vraiment cette partie localisation des offres Coinbase qui est mon cœur d'attention en ce moment. Le deuxième, ça va être vraiment de travailler avec l'écosystème français pour aider au rayonnement de la France à l'international. Tu vois, typiquement, on a participé à Paris Blockchain Week il y a 2 semaines. On avait une grosse activation. Pendant NFT Paris, on a fait le lancement officiel de Coinbase en France. On a travaillé avec un artiste français qui s'appelle Zancan, qui fait de l'art génératif. Donc, on a fait une très belle activation avec lui. On a eu 76 000 mints, ce qui était vraiment une belle réussite. Et puis après, on a beaucoup d'activations aussi planifiées dans les mois à venir qui seront très intéressantes à suivre. Et le dernier point, du coup, qui est dans ma roadmap, ça va être
travailler sur la croissance long terme et l'innovation des produits. Et et ça passe par engager les builders et développeurs locaux. Donc déjà depuis le début de l'année, on a organisé 2 hackathons Base, un premier pendant NFT Paris et un second durant Paris Blockchain Week. Et donc ça participe aussi à la croissance du marché et au développement de nouveaux cas d'usage. Ok, bah, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup de tous ces partages. J'avais une question sur finalement un peu comment se passe aussi, tu vois, les interactions entre. Alors, désolé, ça fait un peu ancien monde de dire ça, mais finalement la maison mère de Coinbase, tu vois, qui est aux US, et puis vous, l'équipe basée en France, parce que j'imagine que aujourd'hui, une très très grosse partie de la tech, toutes les fonctions support, etc., doit être gérée quand même plutôt côté US. Et vous, du coup, en France, j'imagine que vous êtes une toute petite équipe encore aujourd'hui comparé on va dire, aux US. Comment ça se passe? Est-ce que c'est facile de travailler de cette manière-là? Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Je pense que c'est intéressant de partager. Ouais, effectivement, c'est assez intéressant en fait, Coinbase a une culture très particulière là-dessus parce qu'on est vraiment une entreprise décentralisée et remote first. Donc ça veut dire que tu as des équipes produits un peu partout dans le monde, tu as des équipes marketing un peu partout dans le monde, même s'il y a quand même une division en fait entre le marché US et la partie internationale qui fait que même tu vois depuis le marché français, moi, je travaille avec des équipes produits qui sont un peu partout. Il y en a qui sont aux US, il y en a qui sont à Singapour, il y en a qui sont dans le reste de l'Europe. Et en fait, c'est des communications qui se passent assez bien. Et Coinbase a vraiment la grande qualité de d'investir dans sa vision. Et comme sa vision, c'est vraiment de promouvoir la liberté économique de partout, et ce par les cryptos. Du coup, même dans les marchés locaux comme la France, tu vois, on ressent ce dynamisme et on ressent ce soutien de la part de Coinbase de façon générale. Ok, bah écoute, merci de ta réponse honnête. C'est intéressant d'avoir un petit peu les coulisses sur ce sujet-là. Ça permet d'éclaircir un peu le sujet. Alors, ce que je te propose pour les quelques minutes qui restent, c'est qu'on aille sur une ou deux questions un peu plus personnelles. Voilà, tu peux enlever peut-être ta casquette de country manager France de chez Coinbase, même si je sais que c'est pas facile quand on est une personne publique. Mais si tu devais me citer une tendance, voilà, ou une techno Web3 qui te hype particulièrement en ce moment, de quoi tu aurais envie de me parler? C'est une bonne question, écoute. Pour le coup, il y a une tech que je trouve fascinante et qui vraiment est incroyable. Et tu vas, tu vas me trouver très corpo, mais c'est les smart wallets en fait qui ont été release par les équipes dev de Coinbase. Je sais pas si tu as suivi ce lancement et sinon je t'invite un peu à regarder les démos qu'ils ont fait parce que c'est vraiment incroyable. Et je pense vraiment fondamentalement que c'est ce type de push produits qui vont nous aider à démocratiser l'écosystème et à faire que la technologie va devenir un aspect infrastructure et que dessus on va avoir beaucoup de cas d'applications qui vont se développer. Et c'est aujourd'hui en fait encore un point de friction, le téléchargement d'appli de wallet, de créer un wallet, de manipuler sa seed phrase, qui empêche, je pense, cette démocratisation. Et les smart wallets du coup qui ont été release, c'est des wallets qui sont un peu nativement dans ton browser, qui n'ont pas besoin d'extension, pas besoin de téléchargement, et prennent vraiment, quand j'ai fait le test, qui prennent vraiment 3 secondes à créer. Tu as juste besoin d'un passkey, donc c'est hyper simple, ça évite la friction de téléchargement. Et si t'es, bon, bien sûr, si t'es client Coinbase de la plateforme d'exchange, tu peux directement mettre tes fonds aussi hyper rapidement pour avoir des interactions on-chain. Donc, tu vois, tous ces types de développements sur les wallets. Et bien sûr, il n'y a pas que Coinbase qui fait des avancées là-dessus, mais tout ce qui va participer à l'amélioration de l'expérience client que tu peux avoir avec un wallet, faire que c'est de moins en moins, qu'il y ait de moins en moins de friction, que ce soit de plus en plus fluide dans ton expérience de checkout, dans ton expérience de mint. Je pense que, enfin, c'est quelque chose que je regarde de très près et qui me parle personnellement. Yes, bien sûr, hein. Bon, on parle beaucoup de l'adoption et je pense que oui, c'est ce genre de produit qui contribuera à favoriser l'adoption dans les prochaines années, même si voilà, les puristes de la décentralisation, à un moment donné, peuvent un petit peu, on va dire, se mettre en rage contre ce type de produit, mais voilà, dans tous les cas, ça contribue clairement à amener des nouveaux utilisateurs. Écoute, on arrive déjà à la dernière question de l'épisode. C'est pas la plus simple, mais voilà, si tu avais une feuille blanche, un crayon et que tu pouvais dessiner ton Web3 idéal d'ici une dizaine d'années, qu'est-ce que tu dessinerais de beau? Waouh, c'est des questions assez deep que tu commences à poser là. Moi, je dirais que mon Web3 idéal, en fait, je suis un peu tiraillé parce que je suis très attaché à l'ethos et à l'esprit un peu communautaire qui a fait la technologie au début. Et je pense que c'est cette vision de la technologie et les communautés qui la forment, qui ont fait tenir bon nombre de gens pendant les périodes les plus dures du marché,
comme l'année dernière par exemple. Mais je dirais quand même que mon idéal Web3 dans 10 ans, c'est une technologie qui a enfin percé les cas d'usage dans les différentes verticales et que finalement c'est plus tellement la technologie est plus nécessairement un sujet en tant que tel, mais une sous-couche dans les différentes verticales d'industrie et que par exemple on soit plus sur des modèles de rassemblement technologique Web3, mais des modèles où c'est des rassemblements thématiques par industrie dans lequel le Web3 est une couche technologique parmi d'autres et forcément on peut penser à l'IA aujourd'hui parce que tout le monde parle que de ça, mais vraiment avoir ces cas d'application concrets que les acteurs Web3 participent pas seulement à des conférences Web3 mais à des conférences thématiques où vraiment on pousse ces cas d'usage, on parle aux acteurs qui font sens et ce un peu dans toutes les différentes industries pour que cette couche technologique devienne invisible, devienne une couche sans friction dans l'expérience client. Et ouais, je pense que c'est un peu ça ma vision idéale du Web3, pour le coup qui est assez terre à terre parce qu'elle va vraiment dans une adoption généralisée et qui du coup progressivement va un peu, je pense, voir disparaître cet esprit très 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 communautaire, même si je souhaite qu'il subsiste le plus longtemps possible. Mais voilà, je dirais que c'est ça. Bah écoute, merci beaucoup pour ton partage. Écoute, en tout cas, bah, on arrive déjà à la fin de l'épisode, donc bah, c'est passé très très vite, comme à chaque fois. Je suis très très content qu'on ait pu enregistrer cet épisode ensemble. Merci pour voilà, tous tes partages d'expérience, voilà, pour ta transparence aussi sur ce que tu as pu nous amener. Il me reste voilà, à te souhaiter bonne chance aussi voilà, dans tes nouvelles fonctions qui viennent tout juste de débuter. Et puis écoute, bien entendu, je te laisse le mot de la fin si tu veux conclure et dire un petit mot aux auditeurs. Bah écoute, déjà, merci beaucoup pour l'invitation, Romain. C'était un plaisir de venir sur le podcast. Et écoute, petit mot aux éditeurs, n'hésitez pas à écouter les autres podcasts. J'en ai écouté quelques-uns qui sont très intéressants dans la suite que tu as faite. Bah écoute, merci beaucoup du feedback. On mettra bien entendu les liens voilà, vers toutes les sources et toutes les infos que tu as pu citer sur l'épisode. Et puis je te dis à très vite et passe une excellente journée comme salut. Merci, toi aussi. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.